Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier, c'est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises, organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier. Négocier pour un meilleur futur, professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un expert en psychologie et détection du mensonge, Frédéric Thomas. Bonjour Frédéric. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Écoute, on profite un peu de la période creuse académique pour faire de la recherche et du coup aussi participer à d'autres initiatives comme celle-ci, à laquelle je suis d'ailleurs enchanté de participer. Effectivement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter parce que tu as un parcours assez intéressant sur ta discipline, parce que tu as vraiment un parcours de chercheur avec une vraie démarche scientifique et puis tu pratiques le sujet. Bon, dis-nous qui tu es, s'il te plaît. Alors en quelques mots, je suis docteur en psychologie. À la source, j'ai une formation de linguiste, ce qui veut dire que dans ma pratique, je couple ma formation en analyse du discours avec mon background en psychologie et j'ai fait ma thèse sur la psychologie du mensonge à l'écrit, c'est-à-dire une spécialisation sur comment on construit le mensonge et comment on produit le mensonge à l'écrit. J'enseigne encore pour un mois à la Sorbonne Nouvelle. J'enseigne la psychologie de la communication et d'ici septembre, je serai enseignant-chercheur à l'université de Tilburg aux Pays-Bas. Spécialisé en cognition et communication. Du coup, tu vois qu'on reste dans un sujet assez commun. Voilà, ma spécialité à moi, c'est le mensonge, mais je travaille aussi sur tout ce qui est psychocriminologie de manière générale, et puis psychologie linguistique, psycholinguistique. De manière plus spécifique, je travaille sur l'association entre émotion et langage. Et l'interaction qu'on peut avoir avec les gens et comment ça va moduler notre manière de s'exprimer. Top. Et puis de mémoire, tu enseignes aussi à l'ENA sur des masterclass. Tout à fait. Donc j'essaie d'appliquer une partie de ce que je recherche puisque c'est quand même le but, c'est la psychologie appliquée. Du coup, j'interviens notamment à l'ENA, mais aussi dans des masters spécialisés en intelligence économique où on travaille sur la détection du mensonge, les méthodes d'entretien. Et on allie tout ça avec des notions d'esprit critique et d'interaction avec autrui et comment en fait dans l'interaction on va pouvoir accueillir la parole de la manière la plus propre possible et comment on va réussir à cadrer l'entretien pour pouvoir obtenir une information la plus juste possible. Top, parce qu'en fait cette notion d'entretien, on va le voir, elle est aussi bien applicable dans le monde de l'entreprise sur lequel je crois tu formes des entreprises, que sur des domaines plus spécifiques de l'assurance, voire même des entretiens qu'on retrouve de la police, alors sans citer forcément les références, mais je sais que tu as accompagné des unités en France, même l'armée, sur ces sujets-là de psychologie, détection des mensonges dans le cas d'interviews, c'est bien ça, Tout à fait, j'ai commencé en fait à collaborer pendant ma thèse avec la police nationale française. Et puis, on a travaillé avec l'équipe sur les méthodes d'entretien avec la police suisse, la police genevoise. Et puis, ça a commencé à se dérouler. Et donc, oui, en effet, il y a des entreprises qui font appel à mes services pour, comprendre non pas forcément comment on détecte mieux le mensonge, ça en fait partie bien entendu, mais aussi comment nous allons pouvoir accueillir la parole pour justement prendre les meilleures décisions possibles à la fin. En fait, la détection du mensonge, c'est un outil de prise de décision. Complètement. On va y revenir, mais la détection du mensonge à 100% n'existe pas. Top. Mais comment est-ce que je peux faire varier mes curseurs pour prendre la meilleure décision possible à la fin? C'est à ça qu'on forme des RH, des professionnels de la négociation, le cadre assurantiel, bien entendu, puisque la fraude à l'assurance passe souvent par un entretien avec les personnes en question, la police et toute personne qui est amenée à prendre des décisions dans un cadre interpersonnel. Génial. Et c'est le cas, j'ai l'impression, de 99% des personnes. À partir du moment où tu es en interaction avec quelqu'un et que tu prends une décision
qui repose sur cette communication ou sur les critères qui ont été donnés, forcément, c'est intéressant de prendre une décision la plus éclairée possible. Alors, tu as beaucoup parlé de mensonges. Première question que j'ai envie de te poser, parce que c'est un mot qui est usité au quotidien, mais est-ce que tu peux nous donner une définition de c'est quoi le mensonge ou qu'est-ce que c'est pas? Enfin, je te laisse prendre le lead là-dessus, s'il te plaît. Alors, le mensonge, il y a autant de définitions que de personnes qui s'y intéressent. Ok. Mais si on essaie de faire une définition assez globale de la chose, on peut concevoir ça comme l'émission d'une croyance fausse qu'on essaye de faire passer pour vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, qui connais la vérité, je vais décider de travestir cette vérité d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de manières de travestir cette vérité et de faire passer cette fausse vérité, ce mensonge élaboré pour vrai à une personne en face de moi. Donc il y a une Qu'est-ce que intention. ça implique? C'est exactement ça. Il y a une intention de tromper. On ne peut pas ne pas mentir. C'est-à-dire que si on voulait ne pas mentir, eh bien, ce ne serait plus un mensonge. Il faut l'intention de mentir au début. Il faut l'intention de travestir la vérité pour créer un mensonge derrière. Ça veut dire, si mon fils rentre de l'école et me dit, bon, mon fils a 3 ans et demi, 2 plus 2 égale 5, il n'y a pas d'intention de travestir une réalité, il ne ment pas. C'est ce que tu es en train de dire, c'est ça? Tout à fait. L'intention, en fait, nous permet de différencier le mensonge d'autres concepts, comme l'erreur de bonne foi, bien entendu, mais aussi d'autres concepts un peu plus complexes, comme les faux souvenirs. Les faux souvenirs, ce sont ces souvenirs qu'on conçoit comme vrais, et donc pour nous, il n'y a aucune intention, en fait, de tromper la personne en face. S'il n'y a pas d'intention de tromper, on n'est pas dans le mensonge. Et c'est ce qui fait que c'est si difficile à distinguer de l'erreur de bonne foi et du faux souvenir. J'en reviens à la définition un instant. Ça nécessite du coup un travail important de la part du menteur. D'accord. Quand on ment, on est obligé, premièrement, d'inhiber la vérité. On est obligé de dire, d'accord, je connais la vérité, mais c'est pas ça que je vais sortir. On est obligé de construire une nouvelle réalité. Alors, elle peut être partiellement basée sur la vérité. Si ton enfant rentre de l'école et qu'il te dit que voilà, il est allé manger à la cantine et que voilà, il a mangé toute son assiette, alors qu'en fait, il a tout mangé sauf les choux de Bruxelles, par exemple. C'est un mensonge. Tu dis ça parce que t'es mais belge. Il aura travesti juste une toute petite partie de la vérité. Mais il y a des mensonges plus complexes où on peut travestir intégralement la réalité. Et au final, il va te dire j'ai mangé toute mon assiette alors qu'il est allé les mettre dans ses poches et il est passé aux toilettes après pour vider l'assiette. D'accord? Donc, il y a vraiment des degrés de complexité dans la chose. D'accord. Mais alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que le mensonge, on peut tout, on peut créer son mensonge de A à Z, mais on peut pas avoir de mensonge si t'as pas de vérité. C'est-à-dire que le mensonge doit reposer, de ce que j'entends, sur un cadre qui lui est bien existant. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un modèle scientifique qu'on peut résumer en 4 lettres, c'est l'ADCA. Donc, quand on vous pose une question en entretien d'embauche, par exemple, ça va activer la vérité. C'est la première réponse qui nous vient spontanément à l'esprit. Et puis, vous allez prendre une décision. Ça, c'est le D de ADCA. Et la décision, c'est une pondération entre est-ce que c'est utile pour moi de mentir? Est-ce que je vais y gagner quelque chose? Qu'est-ce que j'ai gagné? Donc, c'est vraiment une espèce de petit calcul qui se passe extrêmement vite dans notre tête, où on pondère les choses et on dit, ouais, là, si je mens, je vais m'en sortir. Alors, pourquoi est-ce qu'on ment? Eh bien, on ment pour plein de raisons. Énormément de raisons. On peut distinguer 3 types de mensonges communs. Il y a un mensonge purement égoïste. Où en fait, on va mentir pour y gagner quelque chose. On va essayer de s'accaparer quelque chose que l'autre a. Et pour cela, le meilleur moyen serait de mentir. Il y a le mensonge altruiste, qui essaye de protéger l'autre. D'accord, qui essaye de parfois glorifier l'autre. Et puis, il y a le mensonge mutuel, c'est-à-dire où j'y gagne, mais l'autre y gagne aussi, et on essaie de préserver une relation avec la personne. Je comprends. C'est intéressant. Donc, typiquement, si on a une personne dans notre entourage
euh, je sais pas, un médecin qui va voir un patient et qui veut pas lui dire totalement le verdict dans le sens où il souhaite le protéger avant d'avoir des résultats complémentaires. C'est une forme de mensonge altruiste, voire même un mensonge où tout le monde y gagne parce que lui ne se met pas en difficulté, mais pas le patient en difficulté. Donc, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas une volonté de nuire forcément dans cette notion de Tout à mensonge. fait. Tout à fait. Le mensonge, en fait, c'est ce qu'on décrit souvent comme un ciment social. Ok. C'est-à-dire qu'on ment tous les jours, même plusieurs fois par jour. Alors certains plus que d'autres, bien entendu, hein, mais on ment très régulièrement et souvent, ces mensonges n'ont pas une grande importance et n'ont Mhm. pour but que de maintenir la relation que j'ai avec autrui. Et dans le maintien de cette relation, en fait, c'est toute la cohésion sociale, tout tout ce relationnel social qu'on a avec énormément de gens au quotidien, Bien qui sûr. reste intègre et qui reste stable. Donc le mensonge, en fait, nous permet d'éviter des situations de conflit qui pourraient causer du tort et Hmm. donc maintenir globalement une cohésion sociale harmonieuse et agréable. Dire la vérité constamment, on finit tout seul et probablement détesté par beaucoup de personnes. Oui, je comprends. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Ah, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, même un début d'interaction avec salut Frédéric, comment tu vas? Et tu me dis bah ça va en pleine forme alors que tu as passé peut-être une nuit de merde, tu t'es séparé de ta conjointe, tu as perdu de l'argent. Ça, c'est un mensonge pour cette notion de ce que tu appelles ciment social. Donc, d'une Mhm. certaine manière, moi, ça me porte pas forcément de préjudice et me prévenir sur ce mensonge pour prendre une décision, c'est pas extrêmement important. J'ai l'impression, par contre, la première catégorie qui était de dire, c'est prendre l'ascendant sur quelqu'un ou se rapprocher peut-être même d'une image qu'on a de soi à travers le mensonge sur ce qu'on est réellement et ce qu'on aimerait être. Ça, par contre, c'est plus compliqué. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis là parce que c'est le ça va, c'est le mensonge le plus commun qu'on Bien sort sûr. tous les jours. Parce que quand vous posez la question ça va et qu'on vous répond ça va tous les jours, statistiquement, c'est pas possible. Il y a Ouais. un jour où ça va pas. Oui. Et le premier problème, mais on y reviendra, est dans la question. La Ok. question ça va amène la réponse ça va. Alors que si vous changez la question en comment ça va, ça implique déjà une réponse un peu plus longue. Et alors, pour moi, le summum, c'est comment vas-tu? Aujourd'hui. Comment vas-tu? Hmm. C'est impliquer la personne, c'est lui faire comprendre qu'on la considère comme une personne, comme telle, et que donc, eh bien, on voudrait vraiment entendre comment ça va, en gros, et mais plus personnellement. Mais ça, c'est la première partie, c'est la question. Mais Et en alors ça, effet, c'est il y a... Vas-y. excuse-moi. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que tu peux pas avoir des bonnes réponses, tu poses pas les bonnes questions, mais des fois tu poses des questions sans vouloir avoir la réponse. Et pour beaucoup de personnes, le ça va, euh, euh, on n'aimerait pas que la personne dise, bah écoute, merci de me poser la question, t'as une demi-heure, je vais t'expliquer pourquoi ça. En fait, c'est un peu cette notion de lien social, de ciment social, ce que tu disais. C'est quasiment rituel cette question pour amorcer la conversation, mais sans vouloir se soucier de la réponse de l'autre. C'est ça, il y a vraiment une portée quasi symbolique en fait à cette C'est ça. question. C'est bonjour, je reconnais ta présence. Mais c'est tout. Ok. Et la vraie réponse en fait ne m'intéresse pas plus que ça. Souvent dans les films ou dans certaines séries, c'est la question qui sort, hein, ça va? Et l'autre il fait bah non écoute ça va pas du tout, j'ai passé un week-end horrible, ma femme m'a largué, etc. Et on voit la tête de la personne qui a posé la question ça va, qui se déconfie progressivement, qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Il comprend pas en fait ce que je lui ai demandé.
La question ça va en fait implique une réponse oui ça va. Point. C'est vraiment un rythme interactionnel, quoi. On va finir sur cette partie ça va, mais j'ai même entendu des gens où on leur dit ça va qui répondent et toi. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de réponse à la première partie. C'est ça. Je préfère ne pas répondre à cette question. Tu es gentil. Merci. Au revoir. Mais avec vraiment c'est génial. Alors par contre sur cette notion de mensonge, on voit que c'est plus intéressant de regarder quand l'autre essaye de prendre un ascendant sur nous. Je pense que la littérature sur le mensonge est extrêmement fournie. On trouve des centaines et des milliers de livres, quelles que soient les langues. Et il y a une sorte d'inconscient collectif, de mythes, de croyances sur le mensonge qui sont assez tenaces. Est-ce qu'on peut peut-être tordre un peu le cou à certains mythes ou à certaines croyances de type là je suis en train de me gratter le nez, est-ce que je mens, je ferme les bras, est-ce que je mens le mensonge, ce que tu disais, il n'y a pas de signe universel du mensonge d'une certaine manière. Tout à fait. En tout cas, à la connaissance des chercheurs qui travaillent sur le sujet aujourd'hui, qui pondent une quantité d'articles astronomiques chaque année, en cherchant chaque année de nouvelles possibilités, de nouvelles idées. Le premier grand mythe, en effet, c'est... la première résolution d'un grand mythe, c'est « il n'existe pas de nez de Pinocchio ». Ça n'existe pas. D'accord. Et quelque part, on pourrait dire, voilà, le podcast s'arrête ici, merci beaucoup, au revoir, il n'y a rien à faire. Non, c'est pas vrai, il y a des choses à faire, mais il faut déjà prendre un pas de recul, en fait, et se dire, il n'existe pas d'outil qui, à 100%, va me permettre de détecter le mensonge. Ok. Les raisons sont multiples. Premièrement, on l'a vu, il y a plein de mensonges différents. Et comme il y a des mensonges différents, ils vont s'exprimer différemment. Il y en a qui vont s'exprimer avec une quantité astronomique de mots. Il y en a qui vont s'exprimer simplement par le non-verbal, c'est-à-dire un signe de tête, un mouvement de recul où on fait mine qu'on réfléchit, mais en fait on a déjà la réponse. Ou même sans mots du tout, vraiment rien du tout. C'est-à-dire le mensonge par omission. Tout à fait. Où je vais décider de ne pas donner l'information. Et du coup, chaque manière de mentir va avoir une manière différente d'être communiquée et donc d'être détectée. Parfait. Donc, un signe ne peut pas nous permettre de détecter le mensonge. Au-delà de ça, il y a pour moi le deuxième plus grand mythe auquel j'ai consacré une partie de ma thèse, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de nervosité. Oui. On a tous en tête l'idée que le menteur doit être nerveux. Et c'est pas tout à fait faux. Les menteurs sont généralement plus nerveux que les personnes sincères. Mais pourquoi ça marche pas ? Eh bien, ça ne marche pas parce que le menteur est capable de canaliser son comportement. Il est capable d'être concentré sur la manière dont il apparaît, parce que nous sommes quand même des êtres humains bien foutus, et on est capable de faire plein de choses en même temps et de gérer nos apparences pendant qu'on parle. Et du coup, aucun signe non verbal ne permet de détecter le mensonge. Ok. Aucun. Et puis moi-même, les grattements, je peux ne pas mentir et être nerveux. Parce que l'enjeu est important, parce que tu me mets la pression, sans parler du menteur. C'est que moi-même, où je peux remuer les jambes parce que j'ai envie d'aller au WC, ou parce que j'ai eu un accident et que j'ai mal, je suis tombé hier. Enfin, il y a plein de raisons que je mente ou que je mente pas. Tout à fait. Et je donne souvent en formation cet exemple qui parle à tout le monde. Quand vous prenez le métro ou que ce soit, et que vous sortez de la station et qu'il y a les contrôleurs qui vous attendent, vous avez beau avoir composté votre ticket, votre cœur se met en route immédiatement, vous commencez à transpirer légèrement et à vous dire « Oh punaise, si jamais ça se passe pas bien, qu'est-ce que je vais faire ?» Eh bien, faut se dire que le cadre, l'environnement dans lequel vous êtes, en fait, peut conditionner des réponses de stress classiques. Un entretien de police, je sais pas si tu as déjà été entendu par la police en cadre d'entretien divers et variés, mais c'est extrêmement stressant. Ouais, j'imagine. Moi, j'ai été entendu dans le cadre d'un excès de vitesse. Waouh, on n'est pas bien là à ce moment-là. Et je savais que j'étais en tort, etc. Donc, je n'avais rien à me reprocher théoriquement. Mais rien que d'être face à une personne en uniforme, eh bien, ça conditionne des réponses de stress. Complètement. Et lorsque vous observez ces réponses de stress, vous risquez de commettre ce qu'on appelle l'erreur d'Othello. L'erreur d'Othello, c'est
capter des signaux de nervosité et les interpréter comme des signaux de culpabilité. Une personne nerveuse n'est pas forcément coupable de quoi que ce soit, et une personne tout à fait détendue n'est pas forcément la personne idéale à avoir en entretien d'embauche, ou en entretien de police, ou dans un cadre assurantiel par exemple. Ouais, génial. Et ce biais d'Othello, après on a des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'après on va essayer de voir tous les indices qui alimenteraient cette croyance que l'autre ment. C'est sûr qu'on va les trouver, puisqu'on n'en a pas d'universel, et in fine, notre décision ne sera pas la plus éclairée, d'une certaine manière. Tout à fait. On reste des êtres humains, hein, et on a beau travailler en ce moment sur des méthodes d'intelligence artificielle pour essayer de détecter le mensonge. Au final, l'intelligence artificielle est conçue par l'humain, sur des inputs humains. Donc, toutes les données qu'on met dans cette intelligence artificielle sont des données humaines. Et donc, on ne peut, au final, qu'y introduire nos biais également, de manière globale. On a, lorsqu'on est en entretien, une volonté d'arriver à la vérité. On veut savoir ce que la personne peut nous donner. Et je pense qu'en cadre de négociation, on est dans ce cadre-là aussi. C'est je vais apporter quelque chose à la table, mais je veux savoir aussi ce que vous pouvez apporter à la table. Top. Et souvent, eh bien, on cherche à avoir ce qu'on veut. On cherche à se focaliser sur ce qu'on peut avoir, et on oublie en fait tout le reste à côté. Et quand on se met des œillères comme ça, eh bien, on est susceptible de commettre ce qu'on appelle un biais de confirmation des hypothèses, et donc eh bien, de commettre une erreur de décision qui peut être très grave, extrêmement grave, dans un cadre judiciaire, par exemple. Un biais de confirmation des hypothèses, ça mène à des fausses confessions et des condamnations d'innocents. Donc, il faut se prévenir nous-mêmes de ces biais. Et en formation, c'est la première journée qu'on fait. On commence par démonter les croyances et les biais. Il faut avoir une vraie envie de comprendre et d'écouter l'autre sans y apposer soit sa perception de la situation avec ses croyances limitantes ou pas limitantes. C'est génial. Un dernier mythe que j'aimerais qu'on aborde parce qu'il est extrêmement répandu, c'est regarde-moi droit dans les yeux, Frédéric, et dis-moi vraiment ce que tu as fait hier soir. C'est ce côté la personne qui dit la vérité va nous regarder droit dans les yeux. S'il ne nous regarde pas droit dans les yeux, c'est qu'il ment. C'est bien plus complexe que ça. Alors ta question est absolument horrible parce que j'allais essayer de le faire et mon premier réflexe, je te le jure, c'était de faire de détourner le regard. Je réfléchis. Pour les gens qui regardent, qui vont écouter le podcast, c'est que tu as regardé en dehors de la caméra. Voilà. Exactement. Et c'est un réflexe absolu parce que notre premier réflexe quand on a une question pareille, en fait, c'est de se replonger dans notre mémoire. Une introspection. Et se replonger dans la mémoire, c'est se déconnecter de l'autre pour dire, attends, 2 secondes, je me mets dans ma bulle, je réfléchis, et puis je reviens vers toi. Et en fait, vous allez voir qu'une personne qui détourne le regard, en fait, c'est juste parce qu'elle réfléchit. C'est pas une question de honte ou de stress ou de nervosité. C'est vraiment une question de, attends, je me coupe de toi 2 secondes, je construis ce qu'il y a dans ma mémoire, je te le structure correctement, et puis je reviens vers toi. Mais peut-être que je peux construire ce mensonge à ce moment-là aussi. Tout à fait. Mais c'est donc à nouveau la preuve qu'un signe ne peut pas nous aider à détecter le mensonge. Parce que les menteurs et les personnes authentiques vont en fait, autant l'un que l'autre, détourner le regard. Et ils le feront probablement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils sont en train de construire leur récit. Il y a juste que le menteur est en train de construire sa fausse réalité, son mensonge, alors que la personne authentique est en train de reconstruire son récit progressivement avec sa mémoire. On sait que la mémoire n'est pas une vidéo, c'est quelque chose qui se réactive progressivement. Et plus on va réactiver des choses, plus des choses vont nous venir. Et donc, la personne sincère doit faire quand même un tri. Et donc, ça nécessite de se couper des gens en face et de structurer un récit. Donc non, le regard n'est pas du tout un indicateur de détection du mensonge. Pourtant, cette croyance est partagée par 70% de la population mondiale. Tout à fait. Et puis, même sur cette notion de focus interne, c'est qu'on a aussi cette croyance qu'un regard fuyant, c'est quelqu'un qui est pas en train de dire la vérité, et qui a un regard plutôt insistant, c'est quelqu'un qui est en train de dire la vérité, il n'a pas honte et il peut avoir le courage de regarder dans les yeux. Or, mais tu le diras bien mieux que moi, c'est que les personnes qui mentent ont besoin de s'assurer
qu'on les écoute et qu'on valide leur message. Et quoi de mieux que de regarder l'autre pour s'assurer que son propos, qui est un mensonge, est accepté en tant que vérité. C'est bien ça? Exactement. En fait, alors les études sont un petit peu hésitantes là-dessus parce que c'est pas hyper régulier comme résultat. Mais en tout cas, on se rend compte qu'en effet, une personne qui ment, en plus de devoir faire un effort cognitif important à la source, c'est-à-dire à la création de son mensonge, une fois que le mensonge est sorti, l'effort ne s'arrête pas. Elle doit vérifier que le mensonge a été gobé par la personne en face. Génial. Et du coup, eh bien oui, ça nécessite de scruter l'autre. Ça nécessite de se focaliser sur la réaction de l'autre et de vérifier si on décèle des éléments de soupçon, des éléments de doute, ou si au contraire, on voit que, en effet, la personne acquiesce complètement et est complètement dans l'acceptation du mensonge qui vient d'être fourni. Et du coup, oui, on peut supposer que parfois, les menteurs vont avoir tendance à regarder les yeux dans les yeux. L'image classique, c'est Jérôme Cahuzac qui ment sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin et qui lui dit je n'ai jamais eu, Jean-Jacques Bourdin, de compte en Suisse ni à l'étranger, les yeux dans les yeux. Et il ne le lâche pas. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant par contre dans cette vidéo-là, et qui nous permet de supposer qu'il ment en regardant ses yeux, c'est pas l'absence de déviation du regard, c'est l'absence de clignement d'yeux. De nictation. Exactement. Ce qu'on appelle un regard ascardamicte. Un regard ascardamicte, c'est un regard qui oublie de cligner. Alors, c'est souvent, et tu pourras regarder ça dans les prochaines réunions que tu peux avoir, c'est assez intéressant, c'est souvent la personne qui est déconnectée de la réalité. C'est-à-dire qu'elle est dans sa tête, elle est en train de penser à autre chose, elle regarde ailleurs, mais elle oublie complètement de cligner des yeux. C'est quelqu'un qui est dans sa bulle et qui fait un effort mental. Eh bien, les menteurs, on se rend compte que l'effort mental que ça leur demande et le besoin de scruter l'autre, en fait, paralyse leurs paupières. Et ils oublient complètement de cligner des yeux. Ah, c'est incroyable, je savais pas. Vraiment intéressant. Alors, maintenant qu'on sait qu'il y a pas d'indice universel de mensonge, c'est-à-dire qu'on peut tous mentir de façon différente, et puis c'est pas parce qu'on spot quelque chose chez quelqu'un et qu'à ce moment-là, effectivement, il mentait que ça sera le même indice chez quelqu'un d'autre. Comme on peut pas observer ça pour se prémunir du mensonge, est-ce qu'il existe des méthodes peut-être pour réduire le risque de se faire tromper in fine? Parce qu'on réduit pas le mensonge il est donné, il est dit par l'autre, il est professé par l'autre. Mais comment est-ce qu'on peut réduire ce risque d'erreur chez soi? Alors, il y a deux aspects en fait qui sont hyper intéressants là-dessus. Premièrement, il existe en fait des méthodes structurées de détection du mensonge. Ah, super. Qui se basent sur l'analyse du discours. Et puis deuxièmement, il y a des manières en fait de prévenir la production du mensonge. Ah, ça c'est intéressant. Et ça c'est extrêmement intéressant. Si le mensonge créer les conditions pour que l'autre montre moins. Exactement. Si le mensonge n'existe pas, vous n'avez pas à le détecter. Ouais, on n'a pas besoin de s'embêter. Ce qui est quand même une très bonne solution au final. Ouais, c'est exactement ce qu'on dit en négociation, et ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. C'est que moi qui suis pas un expert en psychologie et détection du mensonge, et puis si je négocie, je peux pas avoir ce focus d'énergie pour savoir si l'autre ment ou ment pas. Donc je dois avoir mon focus d'énergie davantage pour comprendre, pour créer le lien, etc. C'est que c'est plus simple pour moi de créer les conditions à ce que l'autre ne mente pas, ou en tout cas que le coût du mensonge soit plus important que le coût de la vérité pour lui, que de faire un focus d'attention sur le fait qu'il mente. Est-ce que c'est un petit peu ce que tu es en train de dire? Tout à fait. En fait, quand on forme certains corps des renseignements ou des forces de l'ordre, eh bien, on leur explique que détecter le mensonge dans l'interaction est une erreur cruciale. Ah, ok. C'est extrêmement dangereux parce que notre volonté de détecter le mensonge risque de rompre le lien, le rapport que j'ai créé avec l'autre, risque de me déconnecter de la relation que j'ai avec cette personne, et donc, au final, m'apporter moins d'informations si j'étais complètement dans l'interaction. Ah, c'est passionnant. Génial. Donc, ce qu'on recommande généralement, si c'est possible, c'est soit de faire l'entretien à deux. Forcément, comme en égo. Une personne qui gère l'interaction et une autre derrière qui
est là en soutien, mais qui va essentiellement se concentrer sur l'évaluation de la crédibilité et la détection du mensonge, ou alors d'enregistrer l'entretien. Ok. Et un enregistrement d'entretien, ça peut être simplement un microphone qui est posé sur la table. Oui. Puisque les grilles qu'on va utiliser pour détecter le mensonge sont essentiellement des grilles d'analyse verbale. Complètement. Et comment je peux créer les conditions dans ce cas-là pour la première partie de ton analyse pour faire en sorte de moins inciter l'autre au mensonge? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, on ne peut pas prévenir 100% les mensonges. Si la personne arrive avec l'intention de mentir, fatalement, on ne peut pas faire de miracle. Mais la première étape, c'est créer du lien. Ok. Et créer du lien, ça nécessite en fait de prendre le temps avant l'entretien pour vraiment connecter avec la personne. Apprendre à connaître qui elle est, vraiment indépendamment de tout jugement. Apprendre avant même de la rencontrer ce qu'elle a fait dans un entretien d'embauche par exemple. On peut, bien sûr, on analyse un CV, mais on va prendre le temps de contacter les référents. On va prendre le temps d'échanger avec eux et de comprendre clairement qui est cette personne. Ok. C'est créer du lien, c'est parler de tout et de rien avant l'entretien pour la mettre à l'aise. Sur la confiance affective, toute cette partie de small talk. Exactement. Ça nous permet aussi de créer ce qu'on appelle une baseline, c'est-à-dire d'évaluer son comportement en dehors de toute situation potentiellement stressante, et donc de voir un peu comment cette personne agit de manière générale. Et se comporte. Exactement. Et puis, avant le début de l'entretien, bien mettre en place les règles. Expliquer qu'en fait, l'entretien n'est pas accusatoire. On n'est pas là pour accuser la personne en face de nous, on n'est pas là pour essayer de la traquer, de la piéger. On est là en fait pour essayer d'éclairer un problème, d'éclairer une situation, et que c'est cette personne en face de nous qui a les clés. Nous, on est là pour écouter, on est là pour essayer d'apprendre d'elle, et elle va devoir, si elle est d'accord, nous donner le plus d'informations possible. Et en fait, ce rapport de confiance qui se crée a tendance à diminuer la quantité de mensonges qu'on va avoir. Ok, si je suis un policier et que j'ai interpellé quelqu'un qui a commis un crime, il va vouloir me mentir. Ou si je suis un DRH et que j'ai quelqu'un qui a un CV, je ne sais plus le nombre de pourcentage de personnes qui bonifient, on va dire, leur CV, ces gens, ils vont forcément mentir, quelle que soit la relation que je vais créer. Ce que tu disais, ils avaient l'intention de mentir avant, ils vont mentir pendant l'entretien. Tout à fait, mais c'est là que la deuxième partie intervient, c'est quand on ne peut pas prévenir le mensonge, eh bien on va tenter d'en complexifier la production. C'est-à-dire que si il y a potentiellement mensonge, on va le voir parce que la personne, à l'aide de certaines techniques, va pouvoir avoir un effort plus important, va faire un effort plus important pour produire ce mensonge. L'exemple extrêmement classique qui vient du cadre policier, mais qui peut être adapté à d'autres choses, c'est accueillir la personne, lui demander de raconter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, etc. Accueillir le récit complètement librement, c'est-à-dire jamais interrompre. D'accord. Et après, lui dire, voilà, afin de vous aider en fait à vous souvenir d'autres choses, les experts en psychologie ont mis en place une technique qui s'appelle le récit à rebours. Et le récit à rebours, en fait, vous allez commencer par la fin, revenir vers le début, et ça va en fait réactiver d'autres chemins d'accès dans votre mémoire, ça va raviver d'autres souvenirs. Pour la personne authentique, c'est du pain béni. La personne sincère, en fait, va vraiment revenir dans le récit et va réactiver en effet certains chemins. Elle va pouvoir fournir plus de détails. Le menteur, quant à lui, qui a déjà menti dans son premier récit à l'endroit, va devoir se souvenir de son récit et va devoir essayer de garder la même ligne directrice qu'auparavant à l'envers. L'effort est colossal. L'effort est colossal. On se rend compte que déjà, d'un point de vue complètement non-verbal, on voit des froncements de sourcils, on voit des refermements un peu sur soi, on essaie de réfléchir davantage, mais surtout on a beaucoup moins de nouveaux détails, quasi pas en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la distinction entre le premier récit, qui est en fait un récit tout à fait classique, libre et ininterrompu, et le deuxième récit, où on va se dire, tiens, c'est quand même bizarre, parce que normalement on s'attend à vachement de détails en plus, et là, on donne pas grand-chose. On se demande pourquoi.
C'est-à-dire que c'est une vraie méthode. La façon dont tu l'as présenté, j'ai beaucoup aimé parce tu mets un cadre qui est quasiment scientifique. Ça va vous aider à ça. Donc, si je comprends ce que tu dis, c'est que c'est une vraie méthode pour quelqu'un qui dit la vérité d'aller chercher davantage d'informations. Mais pour quelqu'un qui a produit un mensonge, j'aurai pas plus d'informations et en plus, je vais créer une surcharge cognitive. C'est-à-dire que je vais le forcer, je vais l'obliger à aller chercher à produire ce mensonge différemment, ce à quoi il s'attendait pas. C'est exact. Okay. En fait, c'est ce que j'appelle les méthodes ambivalentes. C'est-à-dire que pour la personne sincère, ça va avoir un effet positif. Super. Et pour la personne mensongère, eh bien, ça va avoir un effet, si pas négatif, en tout cas, on va rester sur les mêmes infos que ce qu'on a eu précédemment, ce qui n'est pas normal, en fait. Et cette complexification du deuxième récit nous permet, en fait, d'affiner nos questions derrière. C'est vraiment un outil, enfin, ce qu'on appelle un outil conditionnel. C'est-à-dire qu'en fonction du résultat du deuxième récit, on va partir plutôt dans une direction ou plutôt dans l'autre. Ouais, génial. Et on va pouvoir affiner nos questions et arriver à des taux de détection qui partent de base de 50%, c'est-à-dire un pile ou face. C'est ça. On est extrêmement mauvais de base pour détecter le mensonge. Et on va arriver à des taux de 70, 75, 80%. Grâce à ça. C'est génial. Donc si j'ai pas plus d'informations dans ce récit à rebours, il n'y a pas forcément mensonge, mais en tout cas, je peux avoir l'hypothèse que c'est le cas. J'avais entendu, dis-moi si ça a du sens, aussi qu'on pouvait demander aux gens de faire des dessins sur la situation, sur la façon de décrire derrière l'histoire. Est-ce qu'on pourrait activer aussi une autre façon de se remémorer l'histoire, et on pouvait voir aussi s'il y avait des manques de congruence à ce moment-là. Tout à fait. Le dessin est un outil qui fait partie de ce qu'on appelle l'entretien cognitif pour suspect, qui est une méthode qui a fait l'objet de 2 ou 3 études. Donc c'est encore assez jeune. Mais les résultats sont assez singuliers. Le dessin, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas le dessin en tant que tel. Alors oui, bien sûr, un dessin d'une personne authentique va avoir plus de détails, pas de problème, que le dessin d'une personne mensongère. Mais ce qui est intéressant, c'est la verbalisation du dessin. Une personne authentique va dessiner et va expliquer tout ce qu'elle dessine. Elle va dire, moi je me trouvais à peu près là. Et de là où j'étais, je pouvais voir, par exemple, quelques tables dans le restaurant. Je pouvais voir le zinc et il y avait une personne derrière le bar. Je pouvais voir les lumières là, je pouvais voir ça et ça. Une personne mensongère va vous dire, bon, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Voilà. Et la différence, en fait, est dans l'implication de la personne dans le récit. À quel point est-ce que le récit est donné du point de vue de la personne? Plus on a un récit qui est donné du point de vue de la personne, plus on peut se douter qu'elle a vu réellement cet élément, plus on peut se douter que, elle a vécu l'événement et qu'elle est authentique. Et si on a un récit qui est simplement purement descriptif, on peut se douter que, bizarre, il ne parle pas de ce qu'il a vécu quand il était là, il ne parle pas de sa perception, c'est suspicieux. C'est intéressant. Si je comprends ce que tu dis, c'est que la personne qui va dessiner une vraie situation, elle a une volonté d'être compris et d'empathie, et que la personne soit à sa place d'une certaine manière dans le dessin, et elle va expliquer ce qu'elle va faire dans le dessin et tel qu'elle l'a vécu. Alors que la personne qui a un mensonge n'a pas forcément envie que la personne soit à sa place et comprenne vraiment la situation, et ça sera beaucoup plus descriptif, factuellement. Il y avait une télé ici, il y avait ça, mais comme s'il reconstruisait une vérité. C'est ça, exactement. Génial. Il va y avoir des détails parce que probablement cette personne a préparé son mensonge d'une manière ou d'une autre. Mais ça nous permet de voir à quel point on s'implique dans le récit. On peut déceler certains affects, certains sentiments. Et il y a certains sens qu'on n'utilise pas quand on ment. Il est très rare qu'une personne qui mente va vous parler de ce qu'elle a senti olfactivement, de ce qu'elle a pu goûter à ce moment-là, de ce qu'elle a pu toucher, des matières. Et donc, tous ces petits détails en fait qu'on va voir apparaître dans les récits authentiques, on va moins les voir dans les récits mensongers. C'est-à-dire que par rapport au VACOG qui est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, le menteur va plus mettre en avant cette partie visuelle, c'est ça? Tout à fait. Instinctivement, on se rend compte que dans les témoignages, de manière générale, quels qu'ils soient, même si les consignes sont données pour stimuler tous les sens, certes, quand on est authentique, on commence par donner à peu près tous les sens, et puis on revient traditionnellement très très vite sur du visuel
quand on est dans du témoignage dans un cadre policier, c'est le visuel qui prend le dessus parce que c'est le sens qui nous demande le moins d'efforts, qui nous permet de capter le plus d'informations et qui est le plus utile. Mais les menteurs vont rester quasi essentiellement dans ce cadre visuel et très 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 peu mentionner d'autres phénomènes et oublier également de parler de leurs émotions, bien entendu. Génial. Alors, j'aimerais qu'on aille sur le domaine de l'entreprise, ou peut-être même de la négo, mais moi, dans le cadre de mon travail, c'est compliqué de demander à mon interlocuteur, est-ce que vous pourriez me raconter la même histoire à l'envers, ou pour être sûr de comprendre le contrat, faites-moi un dessin. Comment est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'il y a d'autres façons de travailler la détection du mensonge dans le cadre de l'entreprise ou dans la négociation à partir de tes recherches, Frédéric? Tout à fait. En fait, il faut se poser la question déjà de quelle est ma relation avec l'autre. Ok. Lorsqu'on va arriver en négociation, on peut schématiser, hein, je parle sous ta tutelle, mais en gros, il va y avoir des relations de coopération et puis il va y avoir des relations de compétition. Tout à fait. On se rend compte qu'en fait, les mensonges qu'on va avoir en relation de coopération et de compétition ne sont pas les mêmes. Complètement. Et déjà, rien que ça, savoir dans quelle relation je me trouve par rapport à l'autre, me permet de prédire quel type de mensonge je vais avoir en face de moi. Dans un cadre coopératif, on se rend compte que ce sont essentiellement des mensonges par omission qui sont faits. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner toutes les informations, on va simplement donner des informations qu'on juge pertinentes à l'autre et on va avoir tendance à oublier telle ou telle information. On va avoir tendance à ne pas tout dire et donc ne pas donner toutes les informations qu'on voudrait pouvoir refourguer. Dans un cadre de compétition, ce sont des mensonges par commission qui vont avoir tendance à être faits. C'est-à-dire qu'on va manipuler, on va falsifier, on va avoir tendance à utiliser des éléments concrets qui existent vraiment, mais en donnant des faux chiffres, en donnant de fausses informations sur tel ou tel contexte. Et être conscient de ça, en fait, va me permettre de me dire, tiens, est-ce que cette information qu'on me donne là, un concurrent avec qui je suis en train de discuter, est réelle? Ça va me pousser à aller vérifier ces infos et potentiellement me dire, bah tiens, il me semble que c'est pas aussi reluisant que ce qu'il m'a fait valoir, par exemple. Si je comprends ce que tu viens de dire, je trouve ça vraiment génial. Je l'ai jamais vu comme ça, Frédéric. C'est que si j'arrive à être dans une dynamique coopérative, alors la négociation, c'est des dynamiques qui sont coopératives, compétitives, et on n'est pas 100% coopératif ou 100% compétitif. Si je suis dans un début d'interaction qui est coopérative avec une dynamique de création de confiance assez stable, en tout cas il n'y a pas de méfiance, mais il y a soit une neutralité au niveau de la confiance, soit de la confiance. Mon ambition, c'est d'aller chercher plus d'informations parce que le risque de mensonge frontal est assez faible. Néanmoins, si je suis face à quelqu'un qui utilise un rapport de force de façon assez évidente, qui va être dans une dynamique très compétitive, mon focus d'effort n'est pas dans le fait d'aller chercher plus d'informations, il est plus dans le fait de vérifier la véracité du propos. C'est ça, hein, ce que tu viens de dire? C'est ça, tout à fait. En fait, on va adapter notre propre attitude par rapport à la relation qu'on a avec l'autre. Et on va donc chercher à détecter le mensonge différemment. C'est pour ça, on en revient toujours à cette question du signe qui n'existe pas, en fait. Le cadre dans lequel on va potentiellement devoir détecter le mensonge, l'environnement, la relation, va aussi médier, va avoir un effet sur le type de mensonge qu'on va avoir en face de nous. Et du coup, notre réaction en tant que potentiel détecteur va être différente également. Un autre élément qui peut être très intéressant en négociation, ou dans le cadre entrepreneurial, c'est les informations vérifiables. Alors ça, c'est un champ qui est né il y a une petite dizaine d'années grand maximum. Et on n'en parle quasi pas. Il n'y a que les anglo-saxons qui l'utilisent pour l'instant, et j'essaye d'amener ça dans le cadre francophone. Les informations vérifiables, c'est extrêmement simple. L'idée, c'est qu'une personne qui va vous dire la vérité ne va pas avoir peur de vous donner des informations que vous pourriez potentiellement aller vérifier. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Ça veut dire que on est dans une relation de confiance telle que la personne en face de vous n'a pas peur de vous donner des infos qui sont vérifiables.
Là où le menteur, qui a peur de se faire confondre, hein, qui a peur d'être révélé au grand jour et donc de perdre une potentielle relation avec autrui, eh bien, va avoir tendance à donner moins d'informations vérifiables. Simplement noter ces informations vérifiables, et avec un peu d'entraînement et de formation, on peut arriver à les déceler assez rapidement dans le discours, pendant une négociation, pendant un entretien. Il suffit de mettre une petite barre quand on voit une information vérifiable passer. Eh bien, ça nous permet de quantifier notre relation avec autrui et potentiellement une forme d'omission et de mensonge potentiel. Génial. Plus j'ai d'éléments vérifiables, plus je peux penser qu'il y a pas mensonge. Alors des éléments vérifiables dans le cadre de l'entreprise, est-ce que tu peux donner des exemples? C'est des références clients sur un CV, c'est le nom de la personne que vous pourriez appeler ou le nom de l'entreprise. C'est ça, ce genre d'éléments vérifiables? Tout à fait. Donc dans le cadre de l'entretien de recrutement, par exemple, oui, ce sont mentionner des personnes, Okay. C'est mentionner des collègues, c'est mentionner des référents supérieurs, hein. Okay. Ce qui est toujours un peu stressant pour le menteur de dire de parler de son ancien patron et d'en dire quelque chose qui n'est pas vrai et que le recruteur après lui dise tiens, c'est bizarre, moi je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours et il m'a pas dit exactement la même chose que vous. Donc le fait d'être ouvert en fait sur des personnes, sur des lieux, j'ai travaillé à tel endroit, j'étais à tel poste, des choses en fait qui sont vérifiables auprès d'autres ressources humaines. Eh bien tout ça nous permet de dire qu'on est potentiellement dans une relation de confiance et donc a fortiori d'un discours authentique. Il est connu en fait que dans les entretiens de recrutement, la partie mensonge ne se fait pas sur la partie historique. D'accord. Elle se fait sur la partie projective, c'est-à-dire si vous occupez de tel poste, quelles seraient vos premières démarches, quelles seraient vos premières réflexions. En fait, c'est toute la liberté qu'on peut avoir de mentir parce que, eh bien, il n'y a pas de manière de vérifier. Et c'est assez intéressant de voir le changement de personnalité à ce moment-là. Ah, ok. On a une personne qui est assez réservée sur la partie historique, qui n'en parle pas beaucoup, qui donne pas beaucoup de détails vérifiables, et puis d'un coup, bim, on passe dans la partie projective, et là, mais une quantité d'idées, de détails, de flow, elle est beaucoup plus à l'aise, et là, on peut se poser des questions, on peut se dire... Il y a une variation de la baseline, c'est ça? Ouais, cette variation exactement. de la baseline nous laisse penser qu'il y a quelque chose qui est pas... C'est ça. Qui est plus complexe que ça. J'ai un recruteur qui m'a dit un jour, c'est très intelligent comme méthode pour détecter ce qu'on appelle les bullshitters. Ouais. C'est-à-dire les gens qui viennent pour vendre des vessies pour des lanternes, hein, mais qui, dans la partie historique, par contre, savent qu'ils sont monitorés, qu'ils sont contrôlés, et donc vont beaucoup moins s'investir dans cette partie-là. Ouais, passionnant. Alors, au moins, tu donnes des vraies astuces. Je trouve ça génial. J'ai une question maintenant. Je peux penser que l'autre a menti. J'ai vérifié mes sources, j'ai croisé l'information, j'ai fait mon travail. Ou j'ai l'information moi parce que je connais l'écosystème dans lequel il évolue. Et il y a vraiment mensonge. Donc là, pour le coup, on est conscient que l'autre a menti. On est à 100% sûr de ça. C'est quoi la meilleure réaction à avoir? Est-ce que c'est d'incriminer l'autre en lui disant Frédéric, là, vous avez menti et je sais la vérité, vous mentez? Est-ce que c'est ça? D'une certaine manière, le mettre mal à l'aise, le mettre dans un corner qu'est-ce qu'il faut faire de pertinent là-dessus, Frédéric? Alors, c'est une excellente question à laquelle il n'existe à nouveau pas de réponse parfaite. Ah, c'est On va essayer de se rapprocher. Qu'est-ce qu'il faut pas faire alors? C'est ça. En fait, l'exemple type pour ça, c'est on en parle parfois avec des médecins qui nous disent voilà, moi je suis face à un patient, je sais que ça va pas bien se finir. Qu'est-ce que je fais? Et certains me disent bon bah nous on prend en fait l'option de mentir. Et c'est pas très éthique, mais on prend l'option de mentir pour faire du bien à la personne en face. Et là, je leur réponds oui, mais si la personne en face a découvert que vous avez menti d'une manière ou d'une autre, il suffit d'un collègue qui dise pas la même chose que vous. Il suffit d'un staff médical qui rentre et qui tire une tête pas possible, où elle comprend que du coup, bah, ça sent la fin. Qu'est-ce que vous faites? Et ça tue la c'est la même question confiance. partout. C'est ça. C'est la même question partout. En fait, la détection du mensonge, une fois le mensonge détecté, c'est simplement un outil de prise de décision.
Et dans un cadre de recrutement, par exemple, j'adore cet exemple. C'est une responsable RH qui est venue me voir et qui m'a dit c'est vraiment intéressant. J'ai utilisé les méthodes en formation là et je suis tombé sur un gars. Il m'a vraiment vendu du rêve en barre et je l'ai vu quoi. Mais j'ai décidé de l'embaucher. Oh. Et je me suis dit mais d'accord, pourquoi? Parce que il va avoir un poste de commercial et que du coup, eh bien, on a besoin de personnes qui vont vendre du rêve. Oh, mais Et là, c'est je me suis horrible dit, parce que le commercial ne ment pas Waouh. en théorie. Enfin, nous, tu sais que dans notre métier, si on a une sacro-sainte règle en négociateur, je parle négociateur entreprise, je parle négociateur sous couvert des copains qui sont dans la police ou dans l'armée, on ne ment jamais. Ah non, je sais bien. Jamais en Je sais négociation. bien. Et avoir cette vision d'une DRH qui dit je vais prendre un commercial parce qu'il m'a menti, c'est horrible. Oh. Oui, c'est horrible. Mais au final, en fait, elle avait des outils qui lui ont permis de prendre la décision qui lui convenait au final. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant, c'est simplement se Dans son donner des référentiel, nouveaux c'est outils. bon. C'est ça, c'est se donner des nouveaux outils, des nouveaux référentiels et des leviers pour, au final, faire une meilleure analyse de la personne en face de soi et être capable de mieux détecter la duperie pour aller vers où on veut aller au final. Si notre cadre de travail, de manière générale, c'est l'authenticité pure et dure, et qu'on détecte un mensonge et qu'on est certain à 100%, et j'insiste là-dessus, hein, pas se baser sur Oui. oh là là, il s'est gratté le nez, C'est etc. qu'un Non, mensonge. qu'on a des croit pas, on preuves, sait. qu'on a des éléments, qu'on a potentiellement même un aveu de mensonge. Là, on peut se poser la question et se dire bon notre cadre de travail, c'est quand même l'authenticité et la sincérité au boulot, et on a une personne qui nous ment, voilà. Mais il y a d'autres personnes qui sont très à l'aise pour dire voilà, moi les menteurs, c'est pas un problème pour moi. Oui, je Parfois, il y comprends. en a qui en cherchent. Ce que tu dis, c'est qu'au-delà de toute connotation de bien ou de mal, c'est juste une information qu'il faut prendre en considération. C'est et exactement même si je suis ça, pas en fait. du tout aligné avec l'exemple de la DRH, parce que je pense que c'est une erreur. Et si tu fais rentrer le loup dans la bergerie, on pourra pas lui reprocher un jour de mentir sur ses stats, sur ses chiffres, ou même à ses clients et demain d'avoir une perte de confiance si ça c'est. Mais c'est juste une information qui est à exploiter. Et dans le cadre de négociation, si je sais que l'autre me ment, comment est-ce que je peux l'utiliser? Alors, c'est simplement une info stratégique. C'est simplement une info stratégique sur laquelle, alors j'ai tendance à dire qu'on devrait la garder en réserve. Ok. Et l'utiliser si jamais on sent que l'autre essaye vraiment de nous embourber, il essaye de nous manipuler, de dire bon, écoutez, moi je veux bien, mais il me semble quand même que on n'est pas tout à fait d'accord sur un certain point. Et simplement amener le mensonge à un moment stratégique. D'accord. Développer des éléments mensongers pour acculer la personne cordialement. Okay. Et c'est extrêmement important, cordialement. Hein, faut pas dire vous êtes un menteur, vous êtes un salaud, etc. Et se barrer. Non, c'est vraiment utiliser ça comme une information et dire écoutez, c'est bizarre ce que vous m'avez dit là, ça colle pas avec ce que j'ai. Comment est-ce qu'on fait? Ça colle pas avec ce qu'on m'a dit ailleurs. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus et en fait faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas des pigeons, mais en même temps lui laisser une chance de dire bon ok, j'ai pas été tout à fait clair ou j'ai pas été tout à fait honnête, voici ce qu'on peut faire. Et en fait c'est simplement reprendre, pas une forme d'ascendant, mais reprendre un tout petit peu de contrôle le lead sur la négociation et se donner en fait des portes de sortie. Nous, dans notre travail, alors moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'ait avoué frontalement le fait de mentir, mais par contre, effectivement, quand on laisse la porte ouverte à l'autre, on préserve la relation. Et par contre, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui disent, peut-être qu'il y a une erreur, je vais vérifier mes chiffres en interne, ou je vais revenir avec des chiffres mis à jour, c'est intéressant. Et on lui fait perdre la face dans la négociation, on associe notre crédibilité et notre expertise sur le sujet, et tout le monde en ressort assez grandi, effectivement, quand on a cette information. En tout cas, nous, ça nous permet d'avoir une décision un peu plus éclairée là-dessus. Vraiment génial comme retour, Frédéric. Le temps passe vite, je vais avoir une dernière question pour toi que j'ai l'habitude de poser dans les podcasts, mais on est encore assez jeune. Si le Frédéric d'aujourd'hui devait rencontrer le Frédéric il y a 20 ans ou 15 ans en arrière, quel est le conseil que tu lui donnerais? C'est une excellente question. Merci. Je lui dirais sincèrement que
Faut pas avoir peur. Ok. Tout chemin mène là où on veut aller. Et que parfois on prend des chemins complètement détournés. Voilà, moi je finis avec un doctorat en psycho. J'ai commencé mes études avec un bachelier en langue et littérature. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis réorienté, et je suis arrivé en fait aujourd'hui à un point où j'ai des connaissances sur un domaine qui me rend heureux. En fait, c'est fascinant comme domaine, ça change tous les jours. Mais aussi, je peux collaborer en fait avec des personnes qui ont besoin de mes services. Et ça me permet en fait de continuer à me développer continuellement, d'apporter à chaque fois des nouveautés. Et donc, si je dois parler au moins d'il y a 10-15 ans, je lui dirais tout simplement, fonce, vas-y, n'aie pas peur. Où que tu ailles, au final, tu arriveras là où tu veux aller. Ah, c'est top. Et puis, on peut faire vraiment le parallèle en plus avec la partie mensonge. Ne pas avoir peur à rentrer dans l'interaction à l'autre, ne pas avoir peur à écouter le mensonge, à travailler cette matière comme une information et d'utiliser ça pour prendre des meilleures décisions. Passionnant. Passionnant. Et puis, c'est très rare d'avoir quelqu'un comme toi, Frédéric, un vrai expert sur le sujet, pour le coup, parce que il y en a encore beaucoup qui sont sur le mythe de je me gratte le nez ou l'oreille. Et c'est compliqué, même si ça peut donner des éléments de compréhension du contexte, mais avoir quelqu'un qui est vraiment travaillé d'un point de vue scientifique, la partie linguistique, parce que ce que tu dis, c'est que c'est utilisable sur des négociations par email, par SMS, au téléphone, en Zoom, en face à face, c'est-à-dire que dans toute forme d'interaction, on peut utiliser ton travail. Tout à fait. Et en fait, durant les formations, on insiste vraiment sur une partie croyance. On insiste sur une partie mythe qu'on essaie de détruire le premier jour et d'y aller frontalement. On essaie de confronter les gens aussi à des mensonges pour qu'ils se rendent compte à quel point c'est pas facile à détecter. Mais alors ça dépend des formats, hein, mais le jour, les 2 jours ou les 3 jours d'après, en fait, sont consacrés à l'utilisation d'outils simples et pratiques qui nous permettent en fait de... Si je suis en entretien là, je peux avoir par exemple 2 outils devant moi, 2 petits référentiels très simples à mettre en place qui permettent après l'entretien de me dire bon, là je sens qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait ressorti comme il le fallait. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression qu'on m'a menti? Et puis c'est surtout à la fin de se poser les bonnes questions. Ouais, c'est génial. Ok, j'ai un doute. Qu'est-ce qu'on fait? Les questions amènent les réponses. Les questions que nous posons amènent les réponses que nous voulons. Et il faut donc pondérer nos questions sur base des informations qu'on a recueillies. Ouais, c'est génial, parce que le but, c'est pas tant de détecter le mensonge, c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette information derrière sur notre prise de décision. Passionnant, vraiment passionnant. Un grand merci, Frédéric, pour ta participation. C'était génial. Et pour nous, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pour parler, le podcast de la négo. Merci Frédéric. Merci à toi Julien.